Enfin, après des années d'attente, le Space Launch System de la NASA se rapproche un peu plus de son objectif ramener des astronautes vers la Lune. Une mission pensée pour raviver la gloire de l'ère Apollo et rappeler au monde que les ambitions américaines sur la surface lunaire n'ont jamais été aussi grandes. Mais au lieu d'être salué comme un triomphe historique, le SLS traîne derrière lui plus d'une décennie de critiques, dépassements budgétaires massifs, retard à répétition, une architecture largement héritée des technologies de la navette spatiale. Même au sein de la NASA, on reconnaît que ces préoccupations sont bien réelles et pendant ce temps, une comparaison revient sans cesse, celle avec Starship de SpaceX, un lanceur entièrement réutilisable annoncé à un coût par lancement des centaines de fois inférieur et que beaucoup considèrent déjà comme le véritable futur de l'exploration lunaire. Alors dans ce contexte, quelle est encore la place du SLS ? On décrypte tout ça ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. On dit souvent « quitte à y être, autant y aller jusqu'au bout ». Et cette expression décrit peut-être parfaitement la situation actuelle de la NASA. Si l'agence veut maintenir la campagne Artemis, elle ne finance pas simplement une mission vers la Lune, elle s'engage dans une longue série de vols, chacun nécessitant des dizaines de milliards de dollars avec un total qui pourrait atteindre des centaines de milliards sur la durée. Artemis n'est pas un lancement isolé, c'est un programme continu. Et plus il avance, plus la facture grimpe. D'après le bureau de l'inspecteur général de la NASA, en 2024, les coûts de développement et de production du SLS d'Orion et des systèmes au sol d'exploration devaient atteindre environ 55 milliards de dollars d'ici fin 2025. Et après un tel investissement, le SLS n'a volé qu'une seule fois. Chaque lancement est généralement estimé à environ 4 milliards de dollars, capsules Orion comprises. À titre de comparaison, une mission Falcon Heavy coûte aujourd'hui moins de 150 millions de dollars, un tarif qui inclut déjà le développement et les infrastructures. L'écart n'est pas marginal, il est structurel. À l'inverse, le SLS est entièrement consommable. Chaque étage central, chaque propulseur d'appoint est perdu après un seul vol. Avec une cadence aussi faible, ces coûts colossaux de développement ne peuvent pas être amortis sur un grand nombre de missions. Résultat, le coût réel pour placer une charge utile en orbite avec le SLS reste largement supérieur à ce que propose désormais le marché commercial. Sur le plan de la capacité pure, le SLS est indéniablement impressionnant. La version bloc peut envoyer environ 95 tonnes métriques en orbite terrestre basse. La future version bloc 2 devrait atteindre les 130 tonnes. Pour comparaison, Delta 4 Heavy plafonne sous les 26 tonnes, tandis que Falcon Heavy dépasse les 63 tonnes vers l'orbite basse. Oui, le SLS l'emporte en capacité brute, mais le prix à payer pour cette performance est immense. Et ce déséquilibre entre puissance et coût explique pourquoi le programme continue de faire l'objet d'un examen très serré sur le plan de son efficacité économique. Selon des informations publiées début février 2026, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a demandé à la NASA de suspendre temporairement une partie de ses financements scientifiques, alors même que le Congrès venait d'adopter le budget fédéral 2026 allouant 7,25 milliards de dollars à la direction des missions scientifiques. L'explication officielle est restée floue, aucun détail précis n'a été rendu public, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut regarder le contexte plus large. Dès la proposition budgétaire initiale pour l'exercice 2025, l'administration avait déjà envisagé une réduction majeure du budget global de la NASA avec une baisse d'environ 24%, ramenant l'enveloppe totale à près de 18,8 milliards de dollars. Le portefeuille scientifique aurait été encore plus durement touché avec une coupe proche de 47%, passant d'environ 7,3 milliards à 3,9 milliards. À l'époque, l'argument avancé était celui de la discipline budgétaire et d'un recentrage des priorités. Les critiques, eux, y voyaient un transfert de ressources vers les programmes d'exploration humaine les plus coûteux, notamment le SLS et Artemis. Alors quand les financements scientifiques ont été temporairement gelés malgré
Malgré l'approbation du Congrès, beaucoup y ont vu la continuité de cette stratégie. Qu'on parle de gestion budgétaire ou de manœuvres politiques, le résultat concret était le même. Des missions scientifiques majeures se sont retrouvées dans l'incertitude, pendant que les systèmes d'exploration les plus onéreux poursuivaient leur progression. De nombreux détracteurs estiment que le SLS n'a jamais été réellement optimisé pour une exploration lunaire durable ou pour une architecture cohérente du vol habité au-delà de l'orbite basse. Selon eux, il s'agit avant tout d'un programme façonné par des considérations politiques, conçu pour diriger des flux massifs de financements fédéraux vers des circonscriptions clés. La chaîne d'approvisionnement s'étend sur des dizaines d'États. Le SLS soutient plus de 69 000 emplois à travers le pays et génère des dizaines de milliards de dollars d'impact économique, des chiffres que les élus rappellent régulièrement pour défendre le programme. Dans cette perspective, terminer la fusée trop rapidement pourrait en réalité menacer ce flux financier. Les retards et les dépassements ne seraient plus seulement des dérives, mais des caractéristiques intégrées au système. Le modèle contractuel alimente aussi cette perception. Avec des contrats de type cost plus, les industriels sont remboursés de leurs dépenses, puis perçoivent une marge supplémentaire. L'inspecteur général de la NASA a critiqué à plusieurs reprises cette structure, la qualifiant de problème systémique, car elle affaiblit les incitations à réduire les coûts ou à accélérer les calendriers. Plus le développement s'étire, plus les fonds circulent. Résultat, le développement du SLS a absorbé plus de 29 milliards de dollars entre 2011 et 2024, soit environ 35 milliards, en tenant compte de l'inflation bien au-delà des estimations initiales. Ce qui rend la situation encore plus ironique, c'est que plusieurs administrations républicaines comme démocrates ont tenté de réduire l'ampleur du programme, voire de le supprimer progressivement. La proposition budgétaire pour 2026, par exemple, suggérait d'y mettre fin après Artemis 3 et de basculer vers des alternatives commerciales moins coûteuses. Pourtant, le Congrès est systématiquement intervenu pour le maintenir. Si c'est réellement la dynamique à l'œuvre derrière le SLS, seriez-vous toujours favorable à la poursuite de son développement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au cœur de cette nouvelle course à la Lune, la véritable faiblesse structurelle du SLS ne se résume pas à son coût vertigineux ni à son efficacité économique contestée. Le problème est plus fondamental, le lanceur est entièrement consommable. À chaque décollage, l'étage central est perdu. Les propulseurs d'appoint à poudre disparaissent eux aussi. Des éléments structurels majeurs sont abandonnés après un seul vol. Rien ne revient pour être remis en état. Rien n'est réutilisé. Rien ne permet de faire baisser le coût marginal de la mission suivante. Il est impossible d'amortir l'investissement colossal du développement sur des dizaines ou des centaines de lancements. Chaque vol remet pratiquement le compteur à zéro. Dans ces conditions, la question de la durabilité devient impossible à ignorer. C'est pour cela que les déclarations de l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, résonnent avec autant de force lorsqu'il affirme « Avec un véhicule entièrement réutilisable, vous pouvez aller partout vers la Lune au-delà de Mars ». Ce n'est pas seulement un constat technique, c'est une vision stratégique de l'avenir du vol spatial. Isaacman met régulièrement en avant des solutions commerciales plus flexibles et moins coûteuses en les opposant implicitement au système consommable hérité du passé. Son raisonnement est simple. Seule la réutilisation complète permet d'atteindre une cadence de lancement, élever une vraie souplesse opérationnelle et une réduction spectaculaire du coût par mission. On quitte le modèle lancé et jeté du SLS ou même de Saturn V pour se rapprocher d'une logique inspirée de l'aviation décollée, atterrir, inspecter, revoler. Il l'a formulé de manière très claire lors d'une interview dans The Sean Ryan Show. Selon lui, le transport spatial ne devient réellement transformateur que lorsque aucune partie de la fusée n'est abandonnée. C'est à ce moment précis que l'accès à l'orbite commence à ressembler au transport aérien commercial des véhicules qui volent à répétition de façon routinière avec une économie capable de soutenir une exploration ambitieuse et non simplement symbolique. Dans ce contexte, cela ressemble presque à un soutien discret à Starship de SpaceX, le véhicule qui tente de transformer la philosophie d'Isaacman en réalité industrielle. Contrairement au SLS, Starship a été conçu dès le départ pour être entièrement réutilisable. Le booster Super Heavy revient se poser de manière contrôlée. L'étage supérieur, le Starship lui-même, est lui aussi destiné à revenir intact près
pour inspection, ravitaillement et remise en vol rapide. Ce choix d'architecture change totalement l'équation économique. Les estimations publiques actuelles suggèrent qu'à pleine capacité opérationnelle, le coût par lancement pourrait descendre à quelques dizaines de millions de dollars. Les premiers vols n'atteindront pas immédiatement la maturité ni les tarifs de Falcon 9, mais l'objectif à long terme souvent évoqué par Elon Musk se situe entre 2 et 10 millions de dollars par tir. Même si cet objectif n'est atteint qu'en partie, on parle d'un coût des dizaines, voire des centaines de fois inférieur à celui d'un lancement SLS. Côté performance, Starship est conçu pour placer environ 100 à 150 tonnes métriques en orbite terrestre basse, un niveau comparable voire supérieur au SLS selon la configuration. Mais surtout, il introduit le ravitaillement en orbite. Plusieurs Starship ravitailleurs peuvent transférer des ergols en orbite permettant à un véhicule entièrement rempli de quitter l'orbite terrestre vers la Lune Mars ou au-delà. C'est précisément cette capacité qui rend l'idée de l'envoyer n'importe où techniquement crédible et non simplement ambitieuse.